L'avez-vous remarqué? Peut-être pas. C'est une nouvelle livrée historique qui vient de disparaître en toute discrétion du paysage ferroviaire français. Celle bleu et gris métallisée qu'avaient inauguré les TGV Atlantique il y a une trentaine d'années. La dernière des rames qui la portaient est entrée le mois dernier en atelier pour y subir une opération de rénovation de mi-vie. Elle en ressortira avec de nouvelles couleurs. Un peu plus de 20 ans après la disparition de la livrée orange, c'est donc au tour de la livrée Atlantique de tirer sa révérence, après 34 ans de présence sur les rails. C'est l'occasion de revenir sur l'histoire de la deuxième ligne à grande vitesse construite en France, qui a constitué un nouveau tournant dans l'histoire des chemins de fer de notre pays. Je vais vous la raconter à partir de ce livre édité par La Vie du Rail, Atlantique, les nouveaux défis de la grande vitesse. Saviez-vous que la livrée Atlantique n'a pas été portée que par des TGV dits Atlantiques, que la première couleur envisagée pour accompagner le bleu était le blanc et pas le gris métallisé que l'on a connu finalement, que la gare terminus de cette nouvelle ligne à grande vitesse aurait pu ne pas être celle de Montparnasse? On voit tout ça et quelques autres choses encore dans ce nouveau numéro. Bonjour et bienvenue dans Aiguillage. C'est officiellement le jour de l'inauguration de l'intégralité de la première ligne à grande vitesse française, la LGV Sud-Est, le 22 septembre 1983, que fut annoncé le projet de TGV Atlantique. Mais l'idée de construire une nouvelle ligne à grande vitesse irriguant l'ouest et le sud-ouest de la France a vu le jour dès 1975. Les territoires à desservir au sortir de l'Île-de-France étaient, selon l'appellation administrative des régions à cette époque, le centre, la Bretagne, les pays de la Loire, le Poitou-Charentes, l'Aquitaine et une partie de Midi-Pyrénées. On trouvait dans cet espace 12 agglomérations de plus de 100 000 habitants, mais aussi un tiers de la population française. La circulation automobile s'y était largement développée avec la mise en service des autoroutes A10 et A11, ainsi que le trafic aérien qui était en forte augmentation entre la capitale et Quimper, Biarritz ou Bordeaux. Les lignes ferroviaires alors existantes étaient saturées, en particulier les relations Paris-Le Mans et Paris-Tours, où se superposait un trafic d'omnibus de banlieue et de grandes couronnes parisiennes en croissance constante, des rapides et des express et encore des trains de fret. Résultat, il était bien difficile de faire cohabiter tous ces trains circulant chacun à des vitesses bien différentes et ne marquant pas les mêmes arrêts. La seule solution qui apparut alors aux décideurs fut la construction d'une nouvelle ligne qui permettrait de séparer ces différents trafics. Oui, mais voilà, cette époque marque la fin des 30 Glorieuses, ces 30 années de croissance ininterrompue durant lesquelles tout ou presque semblait possible, qui avait rendu assez facile du reste le financement de la construction de la ligne à grande vitesse Sud-Est. 1983, c'est le tournant dit de la rigueur et l'argent public ne coule plus à flot. Cela va se faire sentir sur les conditions même de la réalisation de la LGV Atlantique, qui mettra beaucoup plus de temps à voir le jour. Alors que l'on rêve déjà de la construction d'un large réseau ferroviaire européen à grande vitesse, les ministres des Transports français, allemands et belges s'étant réunis dès le mois de juillet 1983 pour évoquer la mise en place d'une relation Paris-Lille-Bruxelles-Cologne avec possibilité d'extension vers Amsterdam et Londres. Si jamais la décision de construire le tunnel sous la Manche était prise, il est décidé, certes, de lancer les travaux de la LGV Atlantique, mais de limiter celle-ci au Mans et à Tours dans un premier temps. Il faudra 7 ans avant de mettre en service ces premiers tronçons en 1989 et 1990. Quant au prolongement vers Rennes et Bordeaux, ils devront patienter jusqu'en 2017, soit une période de gestation qui aura duré 28 ans. Autre chose qui n'était pas acquise dès le début des études, c'est l'aboutissement de la ligne nouvelle dans Paris. Une solution que beaucoup ne jugeaient pas indispensable au vu de la saturation des lignes de banlieue, préférant un terminus des nouveaux TGV aménagé à Massy-Palaiseau par exemple, une gare qui avait l'avantage d'être connectée aux lignes B et C du RER. Mais ce fut finalement, bien heureusement sans doute pour les nombreux passagers en correspondance vers d'autres destinations, la gare de Montparnasse qui fut retenue pour recevoir ce nouveau trafic. Cette solution s'imposera d'autant plus facilement qu'à moins de 3 km de cette gare, les trains de la nouvelle ligne pouvaient réutiliser une portion de l'ancienne plateforme ferroviaire de Paris à Chartres par Galardon, fermée
au service voyageurs depuis le 1er août 1939, évitant ainsi de devoir faire cohabiter les TGV avec des trains de banlieue sur des sections de voies déjà bien surchargées. Quant à Massy, l'idée fut retenue d'en faire une gare d'arrêt. Le tracé définitif de la ligne forme un Y inversé dont le tronc commun de 124 km partant de Fontenay-aux-Roses est jumelé à des infrastructures existantes, plus particulièrement l'autoroute A10 et la ligne Brétigny-Tours par Vendôme. À Courtalin, 2 branches de la ligne se détachent, l'une de 52 km vers Connerré, près du Mans, l'autre de 87 km vers Saint-Pierre-des-Corps, près de Tours. Dans sa conception, cette ligne est assez différente de la LGV Sud-Est. Certes, comme elle, et contrairement aux premières lignes construites dans l'Hexagone, elle se permet de prendre des raccourcis et de sauter par-dessus les collines plutôt que de se voir contrainte de suivre les fonds de vallée. Mais pour autant, les rampes y sont moins sévères que celles que l'on rencontre dans le sud-est de la France. Elle se limite à 25 pour 1000 contre 35 sur le parcours de son aîné. Et contrairement à celle-ci, qui à l'époque de sa création du moins est entièrement à l'air libre, elle compte plusieurs zones en tunnel. 2 km 600 à double voie et 9 km 600 à voie unique. Après la fin de la section à grande vitesse, les TGV empruntent les lignes classiques où ils peuvent rouler jusqu'à 220 km/h entre Le Mans et Nantes ou Tours et Bordeaux. En attendant le potentiel prolongement de la ligne nouvelle, l'arrivée du TGV implique l'électrification de sections de lignes classiques supplémentaires, notamment en Bretagne, pour leur permettre d'atteindre les villes de Brest ou de Quimper. Le coup d'envoi des travaux fut donné le 15 février 1985 dans les Yvelines et le premier TGV circula sur une portion de la ligne dès septembre 1988. Bien sûr, il ne s'agissait que d'une rame spéciale qui évoluait sur une 60aine de kilomètres du tronc commun depuis Courtalin sur un domaine d'essai aménagé là où les travaux voies et caténaires étaient achevés. Baptisée Bischheim, cette rame arborait la livrée orange sud-est, mais un bandeau bleu permettait de la distinguer des autres rames de sa génération. C'est qu'il s'agissait d'un prototype embarquant de nombreux nouveaux aménagements techniques préfigurant le futur TGV Atlantique et non d'un ordinaire TGV Sud-Est. Cette rame fit des allers-retours à des vitesses de plus en plus importantes jusqu'à atteindre les 364,5 km/h le 7 octobre. À partir de début 1989, les essais dynamiques reprirent avec une vraie rame atlantique cette fois-ci, jusqu'à la date de l'inauguration commerciale de la ligne fixée au 24 septembre 1989. 105 de ces rames furent commandées par la SNCF à Alstom en 1986. 10 ans après la commande passée pour 109 TGV destinés à la LGV Sud-Est, il s'agissait d'une nouvelle génération de matériel roulant à grande vitesse qui présentait de nombreuses innovations technologiques. Ces nouveaux trains ont en effet bénéficié des retours d'expérience de leurs prédécesseurs et présenteront des progrès technologiques significatifs. Leur vitesse commerciale maximale put ainsi être portée de 270 à 300 km/h, soit un gain de 11%, tout en réduisant la consommation d'électricité. De nouvelles suspensions et un élargissement des caisses rendaient ces rames plus confortables. Côté technique, les TGV Atlantique optaient pour la traction par moteur synchrone autopiloté, le freinage haute puissance et l'utilisation de l'informatique à bord. Pour souligner les nombreux progrès réalisés par cette nouvelle génération de TGV, il fut donc décidé de renoncer à la célèbre livrée orange, paradoxalement jugée trop banale. Trop peu de détails auraient sans quoi permis de distinguer au premier coup d'œil cette nouvelle génération de trains de la précédente. L'idée de la couleur bleue empruntée à l'océan s'est imposée assez naturellement pour un train côtoyant quotidiennement la façade atlantique de la France. Dans un premier temps, il fut envisagé de la marier avec du blanc. Mais seules 2 rames sortiront des ateliers avec cette livrée avant qu'il ne soit décidé de lui préférer le gris et qu'une peinture métallisée ne soit mise au point spécialement. La petite histoire retiendra le fait que cela soit la livrée du tramway de Grenoble qu'un cadre de la SNCF avait aperçu dans un atelier avant sa livraison qui ait été à l'origine de ce changement de couleur. L'entrée en scène du TGV Atlantique se fera de la plus belle des manières, quelques mois après l'inauguration de la branche ouest de la ligne à grande vitesse numéro 2,
qui interviendra le 24 septembre 1989, mais quelques semaines seulement avant celle de la branche sud-ouest, la SNCF se réappropriera le record du monde de vitesse sur rail le 18 mai 1990. Depuis le 1er mai 1988, c'était l'Allemagne qui détenait ce titre, un ICE ayant atteint ce jour-là les 406,9 km/h. Avec le TGV Atlantique, Alstom et la SNCF souhaitaient reprendre la main. Ce sera chose faite relativement discrètement à la fin de l'année suivante, le 5 décembre 1989 à 11h47 précise, au cours d'essais près de Vendôme, sur la branche sud-ouest de la ligne. La rame numérotée 325 roula alors à 482,4 km/h, soit à peine moins que 300 miles, 299,749 pour être précis. Dans les mois qui suivirent, la SNCF poursuivit sa longue série de marches d'essai et pour la clôturer convoqua cette fois-ci la presse internationale et des personnalités pour assister à une nouvelle tentative de record toujours près de Vendôme le 18 mai 1990. Objectif avoué, atteindre les 500 km/h. La même rame 325 s'élancera à 9h51, elle atteindra rapidement les 400 km/h, traversera la gare de Vendôme à pas loin de 500 et à 10h06 poussera une pointe à 513,3 km/h au passage du point kilométrique 166, le même que celui où elle avait établi son précédent record. Avec celle de Massy TGV, la gare de Vendôme partageait une caractéristique particulière. Ce furent les deux premières à être spécialement construites pour recevoir le TGV. Une trentaine d'autres ont été rénovées ou remaniées avec le même objectif. Celles du Mans, de Nantes, de Poitiers, de Tours ou de Saint-Pierre-des-Corps connaîtront de profondes mutations. Mais les plus gros bouleversements interviendront dans des gares parisiennes. Celle de Paris-Montparnasse fut profondément transformée pour faire face au flux de voyageurs supplémentaires attendus et tenir sa promesse de devenir la porte vers l'Atlantique. Elle devint à l'époque la gare TGV pour toutes les destinations vers cet océan, Austerlitz conservant de son côté la desserte classique du sud-ouest de la France, ce qui supposa de changer les habitudes ancrées chez de très nombreux passagers. Toutes ces transformations conduisirent à raccourcir les temps de route vers l'ouest. Dès l'inauguration de la branche sud-ouest de la LGV, le 30 septembre 1990, Vendôme n'était plus qu'à 42 minutes de Paris au lieu de 2h13, Tours à 1h03 au lieu d'1h34, Bordeaux à 2h58 au lieu de 4h04. Au total, ce furent 18 nouvelles villes qui virent le TGV s'arrêter dans leur gare. Niort et La Rochelle attendront en revanche encore 3 ans que soit achevée l'électrification de la ligne Poitiers-La Rochelle avant de bénéficier de ce raccourcissement du temps. Autre petite révolution, le réseau ferré français bénéficiait désormais de 2 lignes à grande vitesse. Alors, pourquoi ne pas les interconnecter ? Ce fut chose faite dès le 29 septembre 1991, date à laquelle les premières rames TGV-A relièrent directement Lyon à Nantes ou Rennes, sans passer par Paris. C'est l'emprunt d'un tronçon de la Grande Ceinture via Massy qui rendit la chose possible. Une opération d'autant plus intéressante que, non seulement elle permettait aux voyageurs d'éviter d'avoir à changer de train et de gare dans la capitale, mais aussi de soulager les gares de Paris-Lyon et Paris-Montparnasse. À cette époque, seules les rames de type TGV Atlantique pouvaient assurer cette interconnexion, du fait notamment de la mise en place sur la LGV Ouest d'une signalisation de nouvelle génération, dont les TGV Sud-Est étaient dépourvus. Avec cette nouvelle inauguration, s'achevait la première phase du déploiement de la grande vitesse dans l'ouest de la France. La gestation de la seconde, qui consistait à agrandir les branches du Y au-delà du Mans et de Tours, allait se révéler beaucoup plus longue. Je vous passe les fastidieuses étapes de 30 années de recherche de financement qui conduiront à l'élaboration de nombreuses esquisses qui n'aboutiront jamais, pour arriver directement en 2017, année de l'inauguration de 2 nouvelles lignes à grande vitesse dans l'ouest de la France, la BPL pour Bretagne-Pays de la Loire et la SEA pour Sud-Europe Atlantique. La LGV Bretagne-Pays de la Loire a reposé sur la construction d'une ligne nouvelle de 190 km et d'une trentaine de kilomètres de raccordement
en plus de la modernisation des axes Vannes-Lorient-Quimper et Saint-Brieuc-Morlaix-Brest. La LGV Sud-Europe Atlantique a supposé la construction de 308 km de lignes nouvelles à grande vitesse, plus 38 km de nouveaux raccordements. Ces deux lignes ont un point commun, qui est que la recherche du bouclage de leur financement a conduit à la mise en place d'un partenariat public-privé. Pour éviter à la SNCF et donc à l'État de s'endetter trop lourdement, il est demandé à des équipementiers de prendre en charge le coût de la construction de ces lignes nouvelles, un loyer leur étant versé en contrepartie sur plusieurs dizaines d'années. Sur ces deux projets, ce sont Eiffage et Vinci qui emporteront les contrats. Pour en revenir à une dimension plus purement ferroviaire, une virgule a été ajoutée à la branche Bretagne, Pays de la Loire. On l'appelle la virgule de Sablé. Il s'agit d'un barreau qui permet aux trains revenant de Bretagne de pouvoir bifurquer sur la ligne classique en direction de Nantes dans le but de rapprocher les deux capitales régionales en évitant aux voyageurs d'avoir à faire correspondance au Mans, ce qui permettait aux habitants de Laval de rejoindre Nantes en 1h30 au lieu de 2h30. Sa plus grande originalité est de pouvoir être parcouru par des TER, ce qui implique que sur quelques kilomètres, ceux-ci partagent la ligne à grande vitesse avec les TGV. Une première. Bien sûr, ces trains doivent être équipés pour ce faire, les lignes TGV étant dotées d'une signalisation spécifique. Dans cette perspective, 8 rames de type ZTER furent transformées pour être aptes à assurer ce service. Il reste une trentaine de TGV dits Atlantiques en service sur ces lignes qui sont desservies désormais essentiellement par des rames à 2 niveaux plus récentes. Les TGV A ont été introduits entre 1988 et 1992 dans la livrée Atlantique qui, symbolisant un nouveau pas franchi par la SNCF, fut peu à peu généralisé à l'ensemble des trains à grande vitesse, quels que soient les axes sur lesquels ils étaient amenés à circuler. Ils la conserveront avec de légères modifications lorsqu'ils passeront en atelier pour leur révision de mi-vie entre 2005 et 2010. Mais ce qui précipitera la disparition de la livrée Atlantique, c'est son remplacement par la livrée Carmillon, désormais associée à la marque TGV Inouï. La dernière des rames qui portait encore fièrement les couleurs de la livrée Atlantique, même si ce n'était pas un TGV A mais une rame à 2 niveaux, est entrée en atelier au mois de mai. Elle en ressortira en version Carmillon. C'est donc désormais à la Cité du Train de Mulhouse qu'il faudra se rendre pour observer une motrice et une remorque en livrée Atlantique, puisqu'une partie de la rame du record du monde de vitesse sur rail de 1990 y est exposée depuis un peu plus d'1 an. Et vous étiez-vous rendu compte de la disparition progressive de la livrée Atlantique? Allez-vous la regretter? Vous pouvez me raconter tout ça en commentaire. Et si vous vous intéressez à l'histoire du TGV, je vous rappelle l'existence de ce livre qui constitue la suite de celui intitulé 30 ans de TGV que je vous avais présenté il y a quelques mois déjà. Il s'appelle Atlantique 2017, les nouveaux défis de la grande vitesse et est paru aux éditions de La Vie du Rail. Si vous souhaitez retrouver les autres épisodes de cette série consacrée à la petite histoire du TGV, il vous suffit de cliquer sur la vignette qui s'affiche ci-dessous. Et je vous retrouve quant à moi lundi sur la chaîne YouTube Modélisme pour parler modélisme ferroviaire ou ici même dès jeudi pour partager avec vous mes plus récentes découvertes ferroviaires.